Bonsoir Kako Nubukpo, vous êtes avec nous par Skype ce soir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes économiste, vous êtes membre du conseil scientifique de l'Agence française de développement, vous êtes aussi le doyen de la faculté des sciences économiques à l'université de Lomé au Togo. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous au Togo, vous êtes confiné à Paris et vos étudiants vous attendent, n'est-ce pas Kako Nubukpo ? Oui, mais quelque part, ça tombe bien parce que l'université de Lomé est fermée. Et donc, j'étais à Paris pour une audition au Sénat par la commission des finances qui a été reportée également. Mais bon, il y a pire comme situation. Alors, Kako Nubukpo, vous avez entendu l'appel de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aux dirigeants africains pour leur dire de se préparer au pire des chaos. Et je crois que ceci vous révolte parce que vous dites qu'il y a 400 000 personnes qui meurent chaque année du paludisme et là, personne ne se mobilise. Oui, ce qui est un peu embêtant, si je puis dire, c'est cette impression que c'est le reste du monde qui continue de dicter à l'Afrique son agenda d'urgence. Et donc, il ne s'agit absolument pas de sous-estimer l'impact du coronavirus, mais simplement de dire qu'il faut des politiques publiques pérennes, structurelles, de sorte à être moins vulnérables au moment de grands chocs comme celui que nous vivons avec la pandémie du coronavirus. Kako Nubukpo, les chiffres sont assez étranges et interpellent. Aujourd'hui, ce serait de l'ordre de 3000 à peu près contaminations et d'une centaine de morts pour un continent qui compte 1,220 milliard d'habitants. Est-ce que ces chiffres bizarres sont dus au désert statistique de l'Afrique ? Oui, comme vous savez, nous n'avons pas, notamment dans les zones rurales, les éléments précis pour apprécier l'étendue de la pandémie. Mais en même temps, l'Afrique est un continent jeune et on voit bien que les premières cibles de cette pandémie sont des gens plutôt âgés. Et en même temps, l'Afrique, c'est un continent qui a l'habitude de grandes pandémies. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits traditionnellement pour la prévention. Donc, quand on associe une bonne prévention et la jeunesse de la population africaine, ça ne paraît pas surprenant que nous soyons quelque part un peu épargnés pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. Parce qu'on voit bien que le cycle de la pandémie, c'est l'Asie, l'Europe et maintenant l'Afrique. Les inégalités sociales sont criantes en Afrique. Comment peut-on envisager de confiner si le confinement devrait être la solution pour empêcher l'épidémie d'exploser quand on pense à des villes comme Lagos au Nigeria où il y a des dizaines de millions d'habitants et des millions qui vivent dans les bidonvilles qui sont par définition impossibles à confiner? Oui, c'est difficile parce que le coût social du confinement en Afrique est très élevé. Vous savez, il y a beaucoup de cours communes, donc les gens vivent souvent entassés les uns sur les autres. Et puis, sur le plan économique, l'épargne n'est pas très élevée. Vous avez quand même un stock qui est très faible, donc les gens sont obligés au quotidien, pour leur survie, d'aller dans les marchés, d'effectuer des activités génératrices de revenus. Et donc, il y a un arbitrage à faire entre l'impératif de survie quotidienne et l'impératif de protection par rapport à cette pandémie. Mais vous savez, il faut continuer à expliquer les choses, éduquer les populations, de sorte à ce que le pire ne survienne en Afrique. Kako Nubukpo, vous avez sûrement lu dans la presse africaine et sur les réseaux sociaux qu'une expression a surgi depuis quelques jours, le coronavirus, et non pas le coronavirus, une manière agressive et ironique politiquement d'attribuer la contamination aux élites qui sont mondialisées, les élites africaines qui voyagent et qui du coup vont contaminer le bas peuple, comme disent les gens qui emploient cette expression colonna comme colonial virus. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est en fait cette dualité que j'estime être mortifère en Afrique. Une élite qui est assez offshore finalement,
mondialisée, et puis des populations rurales qui constituent quand même 70% de la population africaine, qui ne semblent pas être dans le train de la mondialisation. Bon, après, il faut nuancer parce qu'il y a ce qu'on appelle la réurbanisation. On voit que l'urbanisation en Afrique augmente très vite et que les villages deviennent des villes au fur et à mesure. Mais ce que moi je retiens surtout, c'est l'impératif pour nos dirigeants de mettre dans le coup le maximum de personnes. Cette inclusion que j'appelle de mes voeux et qui fait aussi finalement partie de cette urgence africaine. Vous allez publier une tribune dans la presse africaine, je crois cette semaine, qui s'intitule « Et si le virus était une chance pour l'économie africaine ?» Associer virus et chance, c'est une provocation. Comment justifiez-vous ce titre et cette tribune? En quoi c'est une chance? Oui, c'est une chance parce qu'on se rend compte qu'à court terme, il y aura beaucoup d'aides. On voit les chiffres qui sont ébouriffants. Le FMI vient d'annoncer 50 milliards de dollars, la Banque mondiale 12 milliards de dollars. Mais ce n'est pas ça qui va aider l'Afrique à se développer. Ce qui va aider l'Afrique à se développer, c'est la mise en place d'infrastructures matérielles et immatérielles, de vraies institutions, de vrais États-nations, de vraies politiques publiques de santé et d'éducation. Et donc, si par le canal de cette pandémie, on voit les ravages liés à la vulnérabilité du continent africain et qu'on décide d'accompagner ce continent sur de vraies politiques de moyen terme, je pense que ça aurait été un mal pour un bien. Après, l'idée quand même, c'est quand même que on ne peut pas dire les aides humaines vont plus circuler, mais les marchandises vont circuler. Et on voit bien encore que l'Afrique, qui fournit les matières premières, on lui demande de continuer à fournir les matières premières, mais on ne l'aide absolument pas à transformer sur place ces matières premières qui vont créer les emplois, la valeur et la diversification de la base productive. Il faut quand même voir que le baril de pétrole est tombé en deçà de 25 dollars et que la plupart des pays africains pétroliers n'auront pas de budget qui vont leur permettre de payer les fonctionnaires, d'assurer le minimum de politique publique. Et donc, on est quand même dans une situation un peu difficile. La pandémie, elle est mondiale, mais on voit bien que l'Afrique reste orpheline de par ses vulnérabilités structurelles. Merci Kakonou Boukpo. Je renvoie à votre essai sur l'urgence africaine paru il y a quelques mois aux éditions Odile Jacob. Et nous avons 3 dessins pour vous de nos dessinateurs bien-aimés. Le premier de Pascal Gros. Le G20 va injecter 5 000 milliards de dollars dans l'économie et 1 milliard pour nous. Ah non, 5 000 milliards, non, ça ferait trop. Deuxième dessin, Thibaut Soulcier. L'Afrique appelle à l'aide. Non, merci pas vous, l'homme chauve-souris et l'homme pangolin. Et le troisième dessin, le plus assassin, évidemment, c'est Erwan Terrier. Protéger les Africains du virus, faites comme moi, évitez les transports en commun.